Le film Vampire du cinéaste danois Carl Theodor Dreyer, qui s'est installé en France depuis quelques années et qui est déjà très reconnu, constitue une expérience des plus singulières. Le héros chasseur de vampires débarque dans une auberge perdue au fin fond du Loiret. Mais pourquoi se balade-t-il avec une épuisette ? Mystère. Et ce personnage que l'on voit au loin et que l'on ne reverra plus, qui est-il ? Est-ce une représentation de la mort avec sa faux, qui s'apprête à embarquer sur les mythiques eaux du Styx, à l'image des représentations habituelles de la mort que l'on peut par exemple trouver dans les films de Terry Gilliam ou d'Ingmar Bergman. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Ou bien est-ce tout simplement un modeste paysan harassé par une dure journée de labeur qui s'en va rejoindre les siens ? Mais pourquoi paraît-il si proche quand le héros le regarde par la fenêtre de l'auberge, alors qu'il semblait si éloigné quelques instants plus tôt ? Quel point de vue suivons-nous ? Voyons-nous à travers les yeux du personnage principal ou à travers les yeux de quelqu'un d'autre ? Pourquoi la géographie des lieux, des espaces est-elle complètement insaisissable ? Où commence le décor ? Où se situe sa fin ? Et ce châtelain est-il vraiment assassiné par une ombre ? Ou bien est-il simplement victime d'un arrêt cardiaque ? Pourquoi l'une des victimes est-elle emprisonnée dans un rêve et libérée dans la réalité ? Dreyer part d'un monde en apparence réaliste et très concret, où surgit un possible surnaturel laissé à la discrétion de chacun. Le film baigne dans une lumière diffuse et laiteuse, obtenue de manière accidentelle, qui imprègne aussi bien la nature et le mobilier que les personnages. Dès lors, ce n'est pas le vampire qui paraît venir d'un autre monde pour hanter l'écran, mais c'est l'écran tout entier qui est devenu cet autre monde, où se confondent constamment rêve et réalité, ombre et lumière. Et d'ailleurs, parlons-en du vampire. Dreyer adapte très librement le roman Carmilla de l'écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, soit l'histoire d'une vampire femme, dans un récit beaucoup moins axé sur l'épouvante que l'histoire imaginée par Bram Stoker, qui de son côté rencontrera un immense succès au cinéma, notamment dans le Nosferatu de Murnau et de tous ses descendants. Ici, les ombres signalent un danger visible et personnifié par Dracula, ennemi identifié habitant notre monde. Dreyer ne voulait pas suivre cette voie. Mais en réalité, il s'agit d'une énième fausse piste. Dans le roman de Carmilla, la vampire est jeune, sensuelle, impressionnante. Dans le film de Dreyer, il s'agit d'une vieille mamie dénommée Marguerite Chopin, et dont voici la seule attaque de tout le film. Et d'ailleurs, Dreyer emprunte tout autant d'éléments à Bram Stoker, l'auberge et le château, le livre pour vaincre les vampires et dont les recettes n'ont pas fondamentalement changé, le fiacre, le héros voyageur, les deux sœurs, le médecin équivalent maléfique de Van Helsing. La seule référence explicite au mythe du vampire réside dans l'ouvrage pour vaincre les vampires, ainsi que dans l'omniprésence de la mort.
et la mort rêvée lorsque le héros est enfermé dans son propre cercueil avec le point de vue du mort, et cet ultime paradoxe. Le héros s'endort et dans un rêve se dédouble, puis voit une troisième version de lui-même dans un cercueil trimballé par les vilains du film. Et pour la seule fois du film, tout s'enchaîne logiquement, que ce soit dans la construction spatiale, dans le découpage et la succession des événements, jusqu'au réveil. Mais comment Carl Theodor Dreyer, cinéaste danois, s'est-il retrouvé à la tête de cet improbable projet français de film de genre ? Il avait été invité en France quelques années plus tôt par une société de production, la Société Générale des Films, qui lui avait fait signer un contrat pour réaliser plusieurs films. Il avait commencé par le film muet La Passion de Jeanne d'Arc en 1927, qui a été un échec commercial malgré la critique qui en faisait un chef-d'œuvre. La société a fini par être achevée par l'échec retentissant du trop ambitieux Napoléon d'Abel Gance qu'elle produisait également. Le contrat avec Dreyer est résilié, et ce dernier, très en colère, met sa carrière en suspens pendant les 3 années qui suivent. Mais lorsqu'il décide de relancer sa carrière, pourquoi choisit-il de se lancer dans le film de vampire ? Peut-être parce que le genre est très en vogue à l'époque et qu'il veut en livrer sa propre vision. À Paris, le baron Nicolas de Günzburg, figure influente dans la société parisienne de l'époque, apprend que Dreyer cherche à monter vampire. Le baron lui propose de financer le film en échange du premier rôle, ce qui rejoint la mode des mécènes du cinéma indépendant de l'époque. Dreyer accepte et l'aventure est lancée. Il réalise son premier film parlant avec un casting composé essentiellement d'amateurs issus de l'équipe technique ou bien trouvés dans les environs du tournage. Contrainte technique additionnelle, les rares dialogues sont enregistrés par les acteurs en post-production en 3 langues pour l'exploitation du film, en français, en anglais et en allemand. Leurs visages sont cachés quand ils parlent. Dreyer change complètement de style. Vampire est le négatif des conditions de tournage de La Passion de Jeanne d'Arc. On quitte les contraintes du studio et on découvre les décors naturels, où l'on filme au gré des repérages. Au film Jeanne d'Arc, qui multipliait les très gros plans tout en étant hanté par le cinéma parlant en passe d'arrivée, avec ses intertitres qui viennent redoubler les dialogues devinés sur les lèvres des acteurs, succède Vampire, un film moins parlant que sonore, tourné en décor extérieur et souvent en plan large. Vampire montre des plans sur les pages d'un livre feuilleté comme relais des intertitres progressivement disparus avec le passage du muet au parlant. Et soudainement, on retrouve le style de Jeanne d'Arc, dans l'un des très rares gros plans de vampire, sur le visage d'un personnage combattant le diable. Nein, Leon! Ich weine. Ich bin verloren. Ich bin verdammt. Sybil Schmitz, une des seules actrices professionnelles du casting, était vraisemblablement la seule capable de restituer ce florilège d'expression de la démence. On est constamment perdu. Les séquences s'enchaînent dans un chaos total, jusqu'au final dans un montage alterné des plus étranges. D'un côté, le docteur maléfique est pris au piège dans un moulin. Une cage se referme sur lui, mais qui la referme ? Une force supernaturelle ? De l'autre, les 2 héros s'en vont en traversant la rivière. Les mécanismes du moulin se mettent tout seuls en marche pour anéantir le docteur.
Il n'existe aucun lien narratif entre les deux séquences qui s'alternent, et pourtant on finit par voir un lien poétique. Une brume apparaît et enveloppe les deux héros, à l'image du docteur enseveli de son côté par la farine, pour deux fins strictement opposées. Le docteur meurt et les héros trouvent la lumière. Les roues s'arrêtent, mais par qui ? Tout est raconté par l'image et c'est au spectateur d'essayer de comprendre ce qui se trame, en étant peu aidé par des dialogues quasi absents. C'est l'échec sans appel d'un film de vampire si différent des autres, qui tranche par son refus d'iconiser le vampire à la manière du Dracula de Todd Browning, qui venait de sortir, et qui refuse tout récit classique et logique, facile à comprendre ou à déchiffrer. I have chartered a ship. Take us to England. We will be leaving tomorrow evening. Si La Passion de Jeanne d'Arc a échoué avec le public et triomphé avec les critiques, tout le monde a unanimement détesté Vampire à l'époque de sa sortie. La carrière de M. Dreyer a été extrêmement difficile puisqu'il lui est arrivé d'être chômeur pendant une dizaine d'années, je crois même 13 ans, entre par exemple Vampire et Dies Irae. Et c'est un homme qui a eu raison de s'en tenir à son idée initiale et l'a poussé jusqu'au bout. Il n'a pas fait un très grand nombre de films, mais chacun d'eux a une très grande importance dans l'histoire du cinéma. Le baron de Günzburg, qui finançait le film, est en partie ruiné et s'expatrie aux États-Unis après cette production malheureuse. La carrière française de Dreyer est désormais terminée. Après une hospitalisation de 3 mois pour dépression nerveuse, Dreyer redevient journaliste et sera éloigné des plateaux de cinéma pendant 11 ans.